Jean-Michel Lelot, bonjour. Merci de participer aux entretiens de l'Académie aujourd'hui. Vous êtes banquier et vous avez été très longtemps membre du collège de l'AMF jusqu'à une période récente. Et vous aviez d'ailleurs, en 2005, publié à la demande établi à la demande de Michel Prada, à l'époque président de la COB et de l'AMF ensuite, un rapport sur les problématiques d'évaluation. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Vous avez publié en 2013 un ouvrage intitulé « Crise financière, pourquoi les gouvernements ne font rien ?» Donc c'est un titre quand même assez fort. Et dans la quatrième de couverture, on trouve ce commentaire « Un banquier sort du silence ». On a envie de dire enfin. Et vous dénoncez quoi exactement dans ce bouquin ? J'ai repris une liberté d'expression complète, effectivement, en quittant le collège de l'AMF où j'ai passé 10 ans, Oui. 10 années très heureuses, passionnantes. Et il m'a semblé vraiment indispensable de dénoncer en quelque sorte l'inertie des gouvernements occidentaux, des chefs de gouvernement, qui avaient pris des engagements très solennels au moment du G20 de Londres et qui, à mesure que les marchés se sont orientés à la hausse, en fait, ont oublié petit à petit des engagements qui étaient, je crois, étaient très sincères. À la fin de mon livre, dans une annexe, je fais d'ailleurs un tableau du bilan qui peut être fait, je crois, de la manière la plus objective possible, de ce qui a été fait aux États-Unis et en Europe. Et le tableau, c'est que 5 ans après ce G20 de Londres, on a dû faire à peu près le quart de la feuille de route aux États-Unis. Et en Europe, je pense à peu près le tiers. Ce qui est mieux, et hommage soit rendu à Michel Barnier, qui a eu une action courageuse, mais c'est très insuffisant. Et très souvent, on a l'impression de conduire des chantiers très lourds, très compliqués, mais ce n'est pas pour cette raison qu'on fait vraiment bouger les lignes. Très souvent, en réalité, la complexité des textes consiste, au fur et à mesure de la discussion des textes, à ajouter des exceptions. Alors vous savez, moi je crois que tout cela est très grave parce que moi j'ai été très très marqué par cette crise qui avait plusieurs caractéristiques qui restent vraies malheureusement aujourd'hui. C'est une crise qui n'avait pas été du tout anticipée par les acteurs de marché. On parle de la crise de 2008, de 2007-2009, c'est ça. 2009, ouais. Mais ce qui me frappe, c'est de retrouver des éléments dans la situation d'aujourd'hui. La même euphorie sur les marchés. Vous savez, il y a un indice qui s'appelle le VIX, qui est l'indice de volatilité des marchés, qui est coté à New York et qui indique en quelque sorte le stress des marchés, des acteurs de marché. D'accord. À la veille de la crise, on n'anticipait aucun facteur de risque, un petit peu comme aujourd'hui. Il y avait un consensus qui était... qui Tout montrait, va très bien, Madame la Marquise. Voilà, aucun facteur de risque n'était pris en considération. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. En réalité, pour moi, c'était le signe qu'on avait un espèce de dysfonctionnement des marchés, c'est-à-dire qu'ils perdaient toute leur capacité en fait, d'anticipation. Et puis, une autre chose qui m'a beaucoup marqué, c'est cette crise de liquidité formidable. Dès le lendemain de la faillite de Lehman Brothers, dès le lendemain, tout s'est arrêté dans la vie des banques. Chacun était figé. Les banquiers ne prêtaient plus aux banquiers. Entre banques. Et donc, quand on débloquait un nouveau crédit pour une entreprise, c'était une décision majeure. Et donc, je me suis interrogé sur la raison pour laquelle, pendant les 2 ou 3 années qui avaient précédé la crise, il y avait une très grande abondance de liquidités et pourquoi on avait vécu cette crise très brutale. Et aujourd'hui même, on est en face de cette abondance de liquidités qui est historique, en fait. Et moi, la réponse que je fais à cette question, c'est que quand il y a trop de liquidités dans le système, en réalité, on fragilise le système. Parce que on prête trop vite, non? Non, pas du tout. C'est que les liquidités vont s'investir un petit peu dans l'économie réelle. Et alors, depuis la dernière crise, elles progressent encore plus lentement. Et par conséquent, surtout quand les taux sont proches de zéro ou à zéro comme aujourd'hui, les liquidités vont vers les actifs financiers et vers la spéculation.
Donc la finance nourrit la finance. Exactement. Exactement. On fait de l'argent avec l'argent. Et puis alors, troisième élément dans la crise, que j'avais déjà observé en 2000-2002, mais qui là a été très accentué, c'est le lien très étroit entre la sphère financière et l'économie réelle. Transmission immédiate, cette fois-ci, à l'économie réelle. Et par conséquent, c'est une situation qui est systémique, qui est très grave. Oui, alors effectivement, la crise financière 2007-2008, la chute de Lehman Brothers, et 2008-2009, la crise économique. Exactement. C'est ça que vous évoquez. Et alors, là, on est toujours dans cette crise-là. La crise financière est terminée puisque les marchés ont doublé, triplé de capitalisation. Mais le coût de cette crise financière est toujours là. Et les banquiers ont souvent tendance à dire que le coût de la crise sont les aides qui ont été apportées aux banques, au système financier. Pour moi, je ne dirais pas que c'est un détail, mais c'est quelque chose qui est relativement un peu important, même si en Europe, ça a représenté de l'ordre, je crois, un peu plus de 4 000 milliards d'euros. Mais ce n'est pas ça le coût de la crise. Le coût de la crise, c'est une croissance qui est considérablement ralentie depuis, et on voit bien les estimations du FMI, croissance mondiale, c'est autour de 3%. En France, on est à 0,4. Alors, en France, on cumule deux crises, la crise financière et la crise de l'euro. Mais il faut se rappeler que avant la crise de 2007, la croissance moyenne était aux environs de 4-5%. Ouais. Et à mon avis, c'est très durable, cette situation. C'est très durable. Cette situation de croissance très faible. Modérée, faible. Modérée. Dans la zone euro au moins. Voilà, parce que... Non, mais... Général. Dans le monde. Dans le monde. Oui. Dans le monde, on voit bien des pays émergents qui sont aujourd'hui en difficulté. Le Brésil à zéro. Oui, le Brésil, même. oui. Bon. Mais l'explication, là aussi, pour moi, elle est assez simple. C'est le fait qu'il y a une dette considérable dans le système, public et privé, et que par conséquent, ça pèse sur le rythme de croissance. Quand il y a de la dette, naturellement, les ménages, les États pensent d'abord à la dette avant de penser à investir. Voilà. Donc, ça, c'est un coût très important avec le chômage donc, qui en découle. Alors, en zone euro, vous faisiez allusion à la zone euro, mais le chômage est absolument dramatique. Mais il y a un autre aspect, moi, sur lequel je voudrais insister sur les conséquences de cette crise, c'est la dette publique. Mmh. Parce que on a tendance tous les matins à nous dire qu'on a vraiment dilapidé les fonds publics depuis 10 ans, 20 ans, on dépense beaucoup trop. Moi, ce que j'ai observé, même depuis une trentaine d'années, c'est que à chaque fois qu'il y a une crise financière, vous avez un bond en avant de la dette publique, parce que la croissance est ralentie et ça fait presque automatiquement monter la dette publique. Moins de rentrée fiscale. Je vous cite juste un exemple en passant, mais on va revenir. Pendant les années 90, politique du Francfort préparée. Le taux de croissance moyen de l'économie française pendant 6 ans était à 1%. La dette publique, on l'oublie trop, passe de 40% du PIB à 60% du PIB. Et là, avec la crise de 2007, la dette publique passe en France de 64%, on n'était pas très loin des critères de Maastricht, à aujourd'hui, donc on le sait, 95%, et même probablement près de 100%, parce que Eurostat ajoute maintenant les aides intra-européennes, et donc ce sont des niveaux très élevés. Et vous voyez, une fois qu'on a dit tout cela, qui moi m'angoisse, je ne vous cache pas, c'est que la question naturelle, c'est de se dire, si jamais on a une nouvelle crise qui arrive, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a plus de fonds de tiroir. Exactement. On n'a plus de possibilité de faire intervenir la politique budgétaire. Et du côté de la politique monétaire, on voit bien d'ailleurs les Américains, les Américains et la BCE, qui est là aussi, une fois que les taux sont à zéro, la planche à billets tourne. Elle a tourné à plein régime, donc vous ne pouvez plus l'utiliser. Et donc, le risque qu'on a, c'est éventuellement d'aller vers... mais je ne parle pas de la zone euro, là, je parle... mondialement. En Occident, vers un défaut de paiement. Et c'est une situation très, très grave. C'est pour ça que j'en veux terriblement à nos dirigeants qui, encore une fois, étaient, je pense, très sincères, ne font pas le travail
Et à tel point que le dernier G20 en Australie, à Brisbane, on n'a même pas parlé de régulation financière. On a parlé d'optimisation fiscale, on n'a pas parlé de régulation financière. Et l'explication que je donne dans mon livre, parce que j'ai vraiment vu de très très près ce qui s'est passé à Bruxelles pendant les 5 dernières années, c'est que les gouvernements sont beaucoup trop sensibles en fait aux intérêts privés. Alors on le voit très bien aux États-Unis, où là je pense, je ne veux pas utiliser de grands mots inutilement, mais j'y suis très très près. Hein. Oui, Toutes les discussions au Congrès, les lobbies représentent un budget considérable, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment, je pense, la démocratie qui est atteinte. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur la crise de 29 et l'analyse de Galbraith, qui était limpide. Il disait que la première cause de la crise, c'était l'influence des riches. Hein. Et ça veut dire qu'une petite partie de la population tire toutes les décisions. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans la régulation financière actuellement. En Europe, c'est moins frappant. Mais il y a un autre phénomène qui joue. Alors, les lobbies sont très présents auprès des parlementaires européens. Je pense qu'au départ, la Commission européenne avait de bons textes, hein, souvent assez courageux, mais c'est au niveau du Conseil des ministres européens, politique, et là on rejoint le problème des gouvernements, qu'on constate un affaiblissement considérable des textes. Alors, les 2 mesures, ou 3, enfin, pour rester à l'essentiel, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Qu'est-ce qu'on avait promis de faire à Londres et qui n'a pas été fait, qui vous paraît les 2 ou 3 mesures radicales qu'il aurait fallu faire ou qu'il faudrait faire encore aujourd'hui? Alors, ce qu'on a voulu faire à Londres, en un mot, c'était corriger l'hypertrophie de la finance. Qu'est-ce que c'est que cette hypertrophie de la finance? C'est un déséquilibre qui va croissant entre la sphère financière et l'économie réelle. Mais comment faire? On met tout l'argent des banques dans un coffre et on leur dit, on coupe les banques en 3? Non, moi je vais vous dire, effectivement, 4-5 chantiers sur lesquels on peut prendre des mesures très simples et où on peut corriger ce déséquilibre, je pense, en l'espace de 2 ou 3 ans, sans provoquer de perturbation des marchés. On peut faire un travail fin, chirurgical, ciselé. Voilà. La dentelle. Exactement, exactement. Alors, prenez par exemple les dérivés. Ouais. Les dérivés, on est à peu près au même niveau d'encours qu'avant la crise, hein, c'est-à-dire 10-11 fois le PIB mondial. C'est énorme. Et c'est énorme, ces dérivés sont échangés à plus de 90% entre des acteurs financiers. Pas donc avec des entreprises industrielles. Non, je ne dirais pas ça. En tant qu'ancien banquier, je ne permettrais pas de dire ça. Enfin. Mais c'est quelque chose d'assez extravagant. Et Warren Buffett, qui s'y connaissait, parlait d'armes de destruction massive. Hein. Bon. Oui, il disait « je n'investis jamais dans des trucs que je ne comprends pas ». Oui, Or, absolument. Les dérivés, il faut se lever tôt pour les comprendre. Et Soros a rappelé l'année dernière à Davos qu'il ne comprenait toujours pas. Bon. Excusez-moi, alors, pour le public qui nous entend, qui est un public averti, mais pas toujours, en 2 mots, le dérivé très dérivant, c'est quoi, par exemple? Dans 10 ans, dans quel état je serai? Ça peut être on joue très là-dessus. compliqué. Disons que vous avez 2 faces d'une même médaille. D'un côté, ça peut être un produit de couverture. Vous payez une prime pour vous protéger contre un risque. Ça, c'est un produit clair. merveilleux. Moi, j'ai fait les premiers dérivés en 84. D'accord. J'ai trouvé que c'était un merveilleux produit. D'accord. Mais le problème, c'est que ça peut être aussi un pari purement spéculatif. Purement spéculatif. Voilà. Qui n'a aucun raccro avec l'économie réelle. Autrement dit, lorsque Renault ou les avions Airbus se couvrent par rapport au dollar, à l'euro, etc., ça, c'est raccroché à l'économie réelle. Et c'est un dérivé. Et ça, on comprend bien. Absolument. Par contre, il y a des dérivés qui sont purement spéculatifs. Tout à fait. Comme et quand je vous dis que 90% des produits sont échangés entre acteurs financiers, c'est-à-dire des gestionnaires de fonds, des banques, des hedge qui sont funds, devant leur etc. ordinateur et qui... voilà. Donc il y a une grande partie qui est inutile. Mais une réforme simple qu'on aurait pu faire. On a décidé
de compenser, c'est-à-dire de faire passer ces produits par des chambres de compensation. Les chambres de compensation, c'est des institutions qui assurent la bonne fin des opérations. Ouais. Bon. On a décidé de faire passer obligatoirement ces produits à partir du moment où ils étaient liquides. On aurait pu prendre une autre décision, décider de les faire obligatoirement, liquides ou pas liquides. Donc vous voyez bien sur les dérivés, avec une mesure assez simple, on aurait pu commencer à réduire ces montants qui sont beaucoup trop importants, corriger cette hypertrophie à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Prenez les marchés de matières premières. Oui. Jusqu'en 1992, ces marchés étaient interdits aux acteurs financiers. Décision de l'administration Roosevelt suite à la crise de 29. Ouais. Goldman Sachs va convaincre le régulateur américain en 92 qu'il faut apporter de la liquidité au marché. Aujourd'hui, 85 à 90% des interventions sur les marchés de matières premières sont le fait des financiers. Les produits dérivés sur matières premières représentent 25 à 30 fois les transactions réelles. Et pour l'instant, rien n'est fait. Ces marchés ne sont toujours pas régulés. Une mesure simple, c'est d'établir ce qu'on appelle des limites de position pour limiter l'emprise des acteurs financiers sur ces marchés. Dire par exemple qu'ils ne dépassent pas, ils ne doivent pas dépasser 20 ou 25% des marchés. Quoi, voilà. D'accord, c'est très clair. Prenez le trading à haute fréquence, qui existait d'une manière très marginale. Vous savez, ce sont des robots qui envoient des milliers d'ordres. En une seconde ou un dixième de seconde. Nanosecondes. Et 90% des ordres sont annulés dans l'instant qui suit. Plus de 90% des ordres. Vous vous rendez compte? Cette activité est systémique, c'est-à-dire qu'elle peut provoquer un engrenage absolument redoutable. On n'a pris jusqu'à présent aucune mesure. On vérifie certes la robustesse des systèmes, des robots, mais on n'a pas pris les bonnes mesures. Les bonnes mesures, c'est quoi? Très simplement, avoir des coupes-circuits. Vous savez qu'en Europe, au sein de l'Union européenne, il n'y a pas de coupe-circuit commun, ni même au niveau national. C'est-à-dire arrêter les transactions lorsqu'il y a un dérèglement d'un des systèmes. On arrête de jouer si ça dérive. Et voilà. Et on a vu au mois de mai 2010 aux États-Unis ce qu'on appelait le flash crash, que ça pouvait être très grave. Bon. Sinon, il y a 2 ou 3 mesures simples. Je ne rentre pas dans le détail, mais par exemple un délai de latence entre les ordres, etc. Fixer des ratios maximum d'ordres annulés. Bon. On connaît les solutions. Les fonds spéculatifs, les hedge funds, on sait que là aussi, ça peut être systémique. On a vu en mars 2008... Ils étaient voués aux gémonies à l'époque. Oui, mais vous savez qu'on a tendance à oublier qu'il y a toute une partie des hedge funds, à peu près le tiers des hedge funds, qui a fait faillite en 2008. Bon. En mars 2008, il y a un modeste fonds qui s'appelle Carlyle Capital qui envoie la banque Bear Stearns, j'allais dire au tapis, mais enfin en dépôt de bilan. Et il faut la sauver l'espace d'un week-end, etc. Bon. Le régulateur anglais publie un rapport en mars dernier dans lequel il dit que 12% des hedge funds britanniques, la plupart des hedge funds européens sont à Londres, 12% des hedge funds britanniques ont un effet de levier supérieur à 50. C'est-à-dire qu'ils détiennent l'équivalent de 50 fois les fonds qu'ils gèrent en position de marché. C'est très élevé, c'est considérable. Quelle était la mesure simple? Moi, je me suis battu auprès des parlementaires européens pour ça, mais il n'y a pas eu moyen, naturellement, d'être écouté. Limiter l'effet de levier des hedge funds à X fois, 4, 5 par exemple, ce qui est déjà élevé. Mais c'était une mesure toute simple à prendre. On ne l'a pas prise. La finance de l'ombre, il faut quand même en dire un mot, parce qu'on en parle beaucoup. La finance de l'ombre, c'est une finance qui est très peu réglementée ou pas réglementée du tout. Donc vous avez toutes sortes de choses. C'est une activité qui officiellement représente à peu près le quart des capitaux mondiaux, ce qui est déjà très élevé. Moi, je pense qu'on est plutôt au-dessus du tiers, un peu au-dessus du tiers. Donc, vous avez toutes sortes de choses. Je ne rentre pas dans le détail, mais je vais vous prendre un exemple. Parce qu'on en parle très peu. Moi, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. C'est ce qu'on appelle les prêts emprunt titres. Quand vous confiez de l'argent à un fonds, mais c'est vrai surtout aux États-Unis, ce fonds prête, vous croyez que vous avez dans le fonds les titres qui sont achetés par le fonds,
Mais non, le fonds, pour arrondir la rémunération, prête le titre dans le marché. Bon. Ces prêts emprunt titres, aujourd'hui, représentent un volume qu'on évalue, on ne sait rien, hein, mais on évalue ce volume à peu près 20 000 milliards de dollars, ce qui est absolument considérable. Le FMI, dans un rapport il y a 2 ans, a évalué qu'à un instant donné, un même titre peut être revendiqué par 2 acteurs ennemis. Vous imaginez ce que ça peut donner en pleine crise de Donc le liquidité. titre qui m'appartient est vendu à quelqu'un Voilà. d'autre ou prêté? Il est prêté à quelqu'un d'autre qui a la possibilité de le vendre. Vous voyez bien. Donc Bear Stearns, quand ils ont déposé leur bilan en mars 2008, on a découvert ça un an après, en circulation, il y avait 130% de titres. Voilà. Donc ça, c'est une activité qui n'est pas du tout réglementée. C'est une illustration de la finance de l'ombre. Donc, vous voyez bien, c'est tout ça l'hypertrophie de la finance. Moi, c'est ça que je dénonce, qu'on ne s'en soit pas encore du tout, j'allais dire pris, c'est un petit peu fort comme expression, mais qu'on n'ait pas cherché à réglementer, traiter vraiment ce problème de la finance de l'ombre, c'est pas acceptable. Qu'est-ce qui se passe demain si on se retrouve devant une situation donc compliquée? Écoutez, je crois que votre dénonciation est très claire. On a compris, même si les mécanismes sous-jacents sont sûrement très compliqués, mais merci pour cet exposé extrêmement clair. Moi, j'invite évidemment nos amis qui nous écoutent à acheter votre livre. Rappelez-nous donc que votre livre s'appelle « La crise financière, pourquoi les gouvernements ne font rien ». C'est édité chez... Au Seuil. Au Seuil. Voilà. Ouais. Et j'espère que ce sera un succès aussi important que d'autres. Je n'évoquerai pas ceux qui font l'actualité, mais ce serait assez sain que le grand public et peut-être nos gouvernants le lisent très attentivement. Merci, monsieur Nolot. C'est moi qui vous remercie.